De retour dans une deuxième vidéo de présentation des éléments de ce projet, en commençant par du coup les éléments d'inspection 2D. Tout va se baser sur ce préfab ici, io._inspect2d, que je vais vous présenter ici et ensuite faire un petit exemple de paramétrage. À l'intérieur du coup de ce préfab, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Toujours la même chose, ça je leur dirai pas à chaque fois parce que sinon je vais vraiment beaucoup me répéter. Un component transform, c'est obligatoire évidemment pour que votre élément soit positionnable quelque part en fait dans l'espace, pour lui donner une position, une orientation et un scale. Donc ça on va pas trop s'en occuper. Mesh filter, ici c'est le component qui permet de définir quel sera en fait le mesh 3D qui va être visible lorsque cet élément va être placé dans la scène. C'est combiné en fait au mesh renderer qui est du coup toute la partie finalement je vais recouvrir mon objet 3D avec une peau pour qu'il soit visible en gros, hein, que ce soit pas juste un maillage qui flotte dans l'espace, avec du coup une association de matériaux en fait dessus qui vont lui permettre d'avoir un certain rendu. Donc ça fait partie des choses que vous allez pouvoir modifier, parce que là si je prends un nouvel élément ici, que je le drag and drop dans ma scène, tac, il est là. Je vais le décaler un petit peu pour qu'il soit visible de mon perso quand je vais vouloir le tester. Ici, tout ce que j'ai mis moi pour l'instant, c'est un cube. Si je veux changer ça, je peux simplement ici aller voir s'il ne me proposerait pas autre chose, comme une capsule, magnifique. Et ce faisant, du coup, je vais simplement changer de mesh. Si vous voulez mettre un plane, pour que ça soit plutôt une lettre et quelque chose du coup de plat, vous avez l'option quad qui vous permettra justement d'avoir quelque chose qui fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre. C'est-à-dire en fait vous avez une vue qui va marcher, un sens où ça va fonctionner, et l'autre pas, donc méfiez-vous, même si vous le mettez à plat sur une table par exemple, ça, si c'est un journal posé sur une table par exemple, pas de souci, pensez bien à l'orienter correctement par contre. Hop. Et niveau matériaux, c'est là où vous allez pouvoir en fait définir la texture en fait qu'il y a dedans, etc. Ça, s'il y a besoin que je vous remontre comment faire un matériau, vous me direz. Théoriquement, en fait, c'est ce genre de choses que je vous ai montré, même si c'était rapidement pour colorer les éléments dans le niveau gym. C'est le même principe, hein, vous créez en fait un dossier matériel et dans matériel, vous faites create material ici, et vous pourrez en fait créer vos propres matériaux, mais y compris des trucs très très simples dans lesquels on va simplement mettre une texture en fait à l'intérieur, toute bête, sans effet particulier. Un simple diffuse. Tac, ça c'est pour la partie visuelle, donc qui pourra être modifié. J'ai pris 2 secondes pour en parler ici pour cet objet là, mais ça sera le même principe en fait pour tous les autres éléments en fait au final dès qu'il y a de la 3D. Box Collider, ça aussi vous pourriez potentiellement le modifier, c'est du coup le volume de collision qui va permettre en fait de détecter la présence de l'objet ou pas. C'est-à-dire quand mon perso va se rapprocher de lui et que je vais pointer dans sa direction en utilisant mon curseur, ça c'est la zone qui va définir si je peux interagir avec ou pas. Si vous trouvez qu'elle est trop petite, vous pouvez l'agrandir. Dans ce cas-là, ne touchez surtout pas aux paramètres ici. C'est comme si c'était grave, c'est pas dramatique, mais ne changez pas le scale, parce que ça déforme l'objet, c'est pas ouf. Et ce que vous voulez en fait, c'est simplement changer le volume de collision pour qu'il soit plus grand, plus petit, plus adapté en fait à la forme en fait de votre objet. C'est à ça que servent les paramètres de size ici dans le volume de collision. Si vous partez sur un objet qui n'a plus rien à voir en 3D par rapport au volume de base et vous trouvez vraiment qu'une boîte de collision en fait c'est pas ouf, vous pouvez parfaitement en fait, alors si vous avez peur, vous pouvez désactiver Box Collider. Sinon vous pouvez tout simplement remove cet objet, enfin remove component, et ensuite il vous faut un volume de collision. Donc là, vous faites Add Component en bas, vous tapez Collider et vous regardez ce qu'on vous propose. Si finalement, on se dit que pour cet objet-là, le mieux ce serait d'avoir un Sphere Collider, ça va être ridicule, mais Mesh Collider, c'est plus adapté peut-être, mais on va pas vraiment le voir parce que c'est un élément 2D, donc c'est sûr que ça va être très très limité. Mais du coup, ça vous fera potentiellement, enfin, ça vous permettra en fait d'avoir quelque chose de plus adapté à ce que vous voulez. Mesh Collider, grosso modo, ça prend le mesh et ça fait une collision qui est parfaite par rapport au mesh. Donc ça, c'est histoire d'être extrêmement précis. Je suis pas forcément sûr que ce soit le mieux, mais ça existe. Donc ça peut servir. Hop. Et je vais remettre ma petite box. Ensuite, on va atteindre le cœur du problème. Parce que là, encore une fois, je déborde un petit peu sur ce que je voulais expliquer, mais ça sera valable pour d'autres choses. Donc si vous regardez l'ensemble des vidéos, vous l'aurez vu une fois pour toutes, ça sera très bien. Ensuite, vraiment spécifiquement à cet objet ici, c'est le script item inspect 2D, qui ne se retrouve que sur ce préfab là. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Alors, dans la catégorie paramètres, vous allez avoir ici status list, qui pour le coup est quelque chose de commun en fait à tous les autres préfabs. C'est un tableau, donc en vrai vous allez pouvoir en mettre plusieurs des statuts.
C'est ici que vous allez pouvoir lister en gros les actions possibles sur cet objet-là et le nom de cet objet, histoire que ça forme une combo, read letter ici, avec du coup action name qui est d'abord affiché, puis espace object name. Donc j'aurais peut-être dû les mettre dans, dans l'ordre inverse, tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui sera affiché en fait si je me rapproche d'un objet et que j'ai la possibilité d'interagir avec lui. Plus intéressant, c'est le cas avec les portes qui ont plusieurs états possibles. Si je vous montre vite fait à quoi ça ressemble là, hop, on a la possibilité d'ouvrir la porte. Si elle est déjà ouverte, ça sera plutôt la fermer. Si elle est verrouillée, on l'indique. Si elle est déverrouillable, on l'indique, et ainsi de suite. Là, pour les éléments 2D d'inspection, il y a peu de chances que vous ayez plusieurs en fait, statuts possibles. Donc là, l'idée, c'est de simplement laisser soit read, soit vous utilisez un autre terme, soit, si vous préférez travailler en français d'ailleurs, tout simplement traduire ça, changer ça, pour mettre vos propres textes. Et ici, dans Object Name, mettre le nom de l'élément, par exemple. C'est ce qui va être intéressant. Si vous voulez rajouter des statuts, il suffit de cliquer sur le petit plus ici, et ça va vous rajouter un nouveau. En dessous, donc ça, en fonction des cas, ça va surtout être... normalement, je l'ai paramétré correctement, donc tout ce que vous avez à faire, c'est plutôt changer ce qui existe. Mais voilà, si jamais il y a des cas où vous voulez en ajouter ou autre, et si jamais ça ne fonctionne pas, prévenez-moi. Le champ ensuite description, ici, c'est ce qui va être affiché au centre de l'écran lorsqu'on est en vue inspection. Donc normalement, c'est censé être un court descriptif. Faut éviter de mettre plus d'une phrase parce qu'en fait, ça va certainement pas rentrer dans l'écran si c'est trop long. Rappelant ce qu'est cet objet. L'idée pour les objets 2D comme ça qu'on va voir, c'est plutôt qu'en fait le texte, s'il y a un texte à lire, il soit directement visible dans la texture que vous allez produire vous. Donc si c'est une lettre manuscrite par exemple, littéralement il faut être sûr que la texture soit de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse déchiffrer tout ça, et il n'y aura pas de souci. Ensuite, ça c'est un peu l'élément le plus important en fait de tout, c'est le tableau de sprite. Ici, c'est là où vous allez pouvoir répertorier tous les éléments en fait qui vont être affichés à l'intérieur en fait de mon interface en gros 2D quand j'essaie d'inspecter ce truc. Si j'ai un seul élément dans mon tableau, comme ça veut dire que j'ai la version où j'affiche ce truc là et basta. Si j'ai plusieurs éléments, simplement en drag and dropant en fait des trucs dedans, je vais pouvoir en fait passer de l'un à l'autre avec les boutons. Ça c'est automatisé, vous n'avez pas à le coder ou quoi que ce soit. Le système détecte en fait s'il y a plus d'un sprite listé ici, plus d'une image en fait à l'intérieur, et dans ce cas-là vient adapter l'interface en fonction. Pour rajouter des éléments, si là par exemple je pars de 0 et que je veux remettre des sprites à l'intérieur, et il faut en avoir quelque part en fait dans le projet. Donc là en gros je reprends mes PNG nuls que j'avais chopés, et je vais venir en fait les drag and dropper ici au niveau du nom du tableau pour les ajouter dedans. Donc là il y a un petit bug graphique, hop c'est pas grave, on va faire avec, bim, et ça les ajoute. Si vous avez la flemme de les faire un par un, parce que vous dites wow, c'est quand même un petit peu laborieux, ici l'astuce en fait c'est, comme vous allez devoir faire une sélection multiple pour prendre tous ces éléments, c'est d'aller cliquer sur le petit cadenas en haut de votre interface inspecteur ici, en ayant sélectionné d'abord évidemment votre copie du préfab inspect 2D, hop, on le bloque, ce qui fait qu'en fait si je sélectionne autre chose, ma vue inspecteur elle ne va pas bouger. Je vais toujours être ici sur cet élément là. Et à ce moment là, je peux aller hop, prendre mon premier élément, faire shift, clic, prendre le dernier, et aller tout drag and dropper d'un coup ici, et ça fonctionne. Si j'avais pas fait ça, si ça n'était pas locké, en fait, au moment où vous sélectionnez cet élément pour pouvoir ensuite faire une sélection multiple, et ce que vous avez sélectionné, c'est ça, l'ensemble de ces éléments-là, et donc du coup, l'inspecteur s'est mis à jour pour parler, pour vous filer les informations correspondantes à vos images, et ça, on s'en fout un peu parce que c'est pas ce qu'on veut. Donc la petite astuce là, c'est d'utiliser le cadenas pour référencer tout ça. Ok, donc là, si vous avez vos images de paramétrer correctement, c'est bon. Et ensuite, ça va être la partie audio, si vous souhaitez en fait, du coup, ajouter en fait du son. Ça, pareil, je vais prendre 2 secondes pour l'expliquer parce que y a des choses communes en fait à d'autres objets derrière. Normalement, ça sera fait une fois pour toutes. Notamment, ces 3 premiers paramètres ici, normalement, vous les avez quasiment dans tous les autres objets. Character VoiceOver, et c'est un audio clip, c'est-à-dire que c'est un fichier son qui peut être soit du MP3, soit du WAV. Je crois que Unity accepte les FLAC, les AIF, les OGG, enfin bref, il y a énormément de formats qui sont pris en charge. Restez sur du WAV si vous avez des sons assez courts, de bonne qualité, donc tout ce qui est SFX, etc., c'est bien de les avoir en WAV. Si vous les avez en MP3, ça fera très bien le taf, hein. Mais après, si c'est une musique d'ambiance qui fait 5 minutes, par exemple, que vous voulez mettre derrière, là, je vous conseille effectivement d'avoir plutôt du MP3, parce que ça sera sinon un petit peu lourd. Mais le character voiceover, l'idée, c'est une voix off, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un son
qui est fait, c'est plutôt à vous de l'utiliser comme ça, mais si vous l'utilisez différemment, c'est pas un souci, hein, mais moi je l'ai prévu comme une pensée ou quelque chose que le personnage va dire peut-être à voix haute, quand on va interagir avec cet élément. Donc là, ça va être lancé si je tente une interaction sur mon objet inspection 2D. C'est pas quand je pointe le curseur dessus, hein, c'est vraiment quand j'appuie sur E en ayant sélectionné, ça va jouer ce son. Les deux paramètres que vous avez ensuite en dessous, should be replayed, c'est tout simplement est-ce que ce son il est one shot ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai joué, est-ce que à chaque fois que je vais vouloir interagir avec cet objet, je relance le son ou pas. Dans ce cas-là, il faut que je coche cette case. Sinon, le choix de base, quand ce truc est vide, à false, c'est que cette pensée en gros n'est lancée qu'une seule fois. Donc si c'est un indice extrêmement important, un truc qu'il ne faut pas que je manque, on va peut-être mieux effectivement faire en sorte que ça soit relancé, ou alors que l'information soit aussi visuelle en fait, c'est-à-dire quelque part en fait dans les textes ou autres. Sinon je risque de passer à côté, ça peut être un peu con. Ensuite, le should stop on close, c'est tout simplement si lorsque j'active en fait l'interaction, le son est lancé, et si je désactive l'interaction pour sortir, est-ce que l'audio clip est coupé prématurément ou pas. Ça peut être intéressant si, je sais pas, par exemple, vous voulez via le fichier audio me faire limite la lecture de tout le truc, ça serait une possibilité, mais dans ce cas-là, en fait, si je l'ai déjà lu ou si ça m'intéresse pas et que je veux sortir, que le personnage ne continue pas de déblatérer, en fait, ça pourrait être un petit peu bizarre. Donc ça, c'est les deux paramètres qui sont liés en fait à ce que moi j'appelle le voice-over, donc quelque chose qui va venir généralement du perso. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait ça, c'est lancé vraiment depuis le player, donc ça va être un son 2D qu'on va forcément avoir à 100% en fait dans notre casque, qui sera forcément audible, donc ça c'est pratique. Ensuite, tout ce qui est caractérisé avec l'underscore SFX, c'est plutôt des sons qui au contraire vont être joués depuis l'objet en question. Quasi tous les objets, à part les pick-up, ont leur propre audio source, ce qui fait que ces objets-là sont en son spatialisé, en son 3D. Donc le son qui va être joué ici, le type SFX, là, Interact Start et Interact End par exemple, vont être joués comme émanant de cet objet-là. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un son potentiellement quand on prend l'objet entre les mains, et un autre quand on le repose. Donc c'est pas forcément utile, vous pouvez parfaitement vous permettre de laisser ces champs vides si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main en fait, hein. Donc je sais pas, un bruit de froissement de papier par exemple, si on prend un journal et puis vous en avez une deuxième variante quand on le repose, ça peut être le même, tant pis, hein, c'est à vous de voir, ou rien. Ici l'idée c'est pas que vous fassiez vraiment du sound design en produisant vos sons, sauf si vous en êtes capable, hein, mais des bases de sound design en fait, ça peut quand même être intéressant de voir ça, et vous avez des sites comme Freesound par exemple, où il y a tout un tas de trucs chopables. La plupart en fait sont à découper, c'est-à-dire qu'en fait il faut quand même un logiciel genre Audacity ou autre pour vous permettre en fait de cut les sons pour n'avoir que la partie qui vous intéresse, mais voilà, des ressources gratuites pour ça, il y en a. Et encore une fois, comme vous êtes censé potentiellement travailler en équipe, a priori ça devrait pas être un taf monstrueux en le répartissant. L'idée étant donc, comme je disais ici, d'avoir un son au début de l'interaction, un son quand on sort, donc en gros quand on prend l'objet ou quand on le repose. Et la petite subtilité ici, c'est pareil, on a la possibilité de couper le son du start lorsqu'on sort. Donc là, par exemple, un paramétrage possible, c'est d'avoir un son au start, c'est-à-dire je prends l'objet, il se passe quelque chose, il y a un son, et je le repose. Si je coche ça, il va être coupé direct, ce son-là. Ou alors l'autre variante, en fait, c'est de se dire, tout bêtement, je m'en fous de ce paramètre-là, j'ai un son en sortie qui va de toute façon écraser celui en start. Donc ça sert à rien d'avoir ces deux audio clips renseignés et cette case cochée. De toute façon, ce qui va se passer, c'est SFX Interact End va être lancé quand on sort, et si Start était encore en train d'être joué, de toute façon sera écrasé. Si c'est pas très clair ce que je viens de dire, vous me proposerez la question, mais voilà. Ça, j'ai pris 2 secondes pour en parler, enfin un peu plus, parce que ça va être le même principe, grosso modo, sur les autres éléments, avec quelques petites subtilités que je préciserai, mais normalement, il y aura toujours cette option d'avoir un voice-over, ou en tout cas quelque chose qui émane du joueur, plus des éléments en fait propres, des sons propres à chaque type d'objet, qui eux sont spatialisés, c'est-à-dire que le interact end, potentiellement, si je me barre, comme l'objet est spatialisé, en fait, ça va faire en sorte on va continuer à l'entendre. Pour tester ça, je peux justement reprendre mes sons débiles que j'avais mis ici, hein, un petit rickroll. Allez, si je le mets en fait niveau voiceover ici, et que je fais en sorte qu'on, par exemple, on le stoppe quand je sors, ce qui va se passer normalement si j'interagis avec mon élément. Hop, tac.
On a bien notre son qui est lancé, cut, et si derrière je le relance, il se passe rien parce que justement en termes de paramétrage, je n'avais pas coché la case ici, should be replayed. Si maintenant ce son, je le mets sur interact end, hop, ici, ça veut dire que ce son là, je l'aurai normalement à chaque fois que je sortirai de cette interaction, et uniquement en sortie, pas en entrée. Et alors je sais pas comment ça va marcher niveau captation avec OBS, mais normalement on devrait entendre le fait que en sortie le son est lancé, et si je m'éloigne, le son se fait plus faible, et en fonction de l'orientation de ma caméra, j'ai le son qui va être plus fort en fait dans mon oreille gauche ou mon oreille droite. On y est, cher papa. Donc là, pareil, il n'y a pas d'option par contre ici pour fermer prématurément ce truc-là, puisque si on a un son en start, il viendra écraser à la limite le end si jamais il est trop long. Mais là, c'est plus à vous de faire gaffe à quel son vous mettez en sortie. Il n'y a aucune raison de faire comme moi et de mettre de la musique, mais voilà, mettez plutôt des sons courts. Et ça devrait faire le taf. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. A priori, c'est tout. Hein. Juste pour préciser, le component audio source ici, c'est lui qui est appelé là-dedans. Pas la peine d'y toucher. C'est le paramétrage ici qui va prendre la main. Et ce script outline, c'est justement ce qui permet d'avoir le détourage blanc autour de votre élément. Ça, je vais peut-être en parler 2 secondes ici. Si vous trouvez ça moche, si pour ce type d'objet là vous dites mais non, mais ça serait mieux si je sais pas, le contour il était rouge, vous pouvez modifier la couleur ici. L'épaisseur du trait, ne la modifiez pas, puisqu'en fait ça c'est un paramètre qui va être écrasé, c'est dans le script en fait que je le fais passer de 0 à 8 quand on en a besoin, puis re à 0 quand il disparaît, donc ça sert à rien d'y toucher. Par contre la couleur vous pouvez, ça c'est pas quelque chose que j'ai modifié, et donc du coup si en fonction du mesh, du matériau qu'il y a dessus, vous préférez en fait un contour d'une autre couleur, à vous de voir. C'est juste chiant que ça prenne 10 secondes à chaque fois. Hop, ici on a un outline qui va être légèrement différent. Alors, l'outline va pas forcément très très bien marcher. C'est un asset gratuit qui est très très bien, mais qui est pas parfait non plus. Ça va pas forcément aussi bien marcher en fait avec des éléments. Là, c'est un simple plane, donc il n'y a pas beaucoup de facettes. Si vous avez un objet qui est extrêmement simple ou au contraire très très compliqué, il est possible que l'outline soit moche. C'est pas de votre faute, et du coup, on s'en fout. Honnêtement, du moment que je comprends que l'objet est interactif, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas de ça. C'est pas la peine d'essayer de corriger ça vous-même. C'est un truc que je vous fournis, et on taffera avec ça, et ça sera très bien. Voilà, je crois que c'est tout pour moi pour ce premier préfab. Ici, je suis allé un petit peu... Bon, c'était un peu plus long que prévu, et j'espère que j'ai pas été trop chiant. J'essaierai d'être plus direct et de parler surtout des spécificités en fait, des autres éléments, étant donné que celui-ci avait pas mal de points communs avec les autres, mais c'était le premier à passer. Voilà, je vais embrayer du coup sur l'inspection 3D dans la prochaine vidéo. À tout de suite.